Le travail de toute une vie peut parfois se jouer en seulement quelques minutes. Roger Chappé s'est construit tout seul. En 25 ans, il est passé d'ouvrier à patron de sa PME. Un PDG, aujourd'hui au bord de la faillite. Je peux pas l'envisager. Je peux pas. Il est venu demander de l'aide auprès du tribunal de commerce. Non, j'attends de ce tribunal que, justement, les moyens de rebondir et de repartir. Parce que cette société peut repartir. Société Fabre Électrique. Le sort de sa fabrique de composants électroniques va se jouer à huis clos. Bonjour. Bonjour messieurs. Installez-vous s'il vous plaît. Bien. Dans cette salle, Roger et son avocat vont plaider la cause de l'entreprise. 30 minutes d'audience. Les juges ont finalement décidé de laisser une seconde chance à ce dirigeant. Il n'y a plus qu'à maintenant. Ah, c'est une belle victoire. En lui donnant un ange gardien. C'est là trop mieux maintenant. Cet ange gardien, le voici. Il s'appelle Gérard Piolet. Il est administrateur judiciaire. C'est une sorte de médecin dont les patients ne sont pas des particuliers, mais des entreprises malades. Il vient pour la première fois dans l'usine de Roger. Tout le monde va devoir s'y habituer. Et nous, on change de côté. Il y a désormais Ah oui, vous venez avec moi, oui. un deuxième patron. Bonjour mesdames, messieurs. Je me présente tout d'abord, donc Gérard Piolet, l'administrateur judiciaire. Le rôle de l'administrateur, c'est de copiloter l'entreprise avec le dirigeant. Par exemple, si on doit réaliser des actifs, si on doit embaucher, si on doit licencier, tous ces aspects un petit peu stratégiques nécessitent, je dirais, la ratification de l'administrateur judiciaire. C'est vous le nouveau patron aussi ? Non, c'est l'entreprise de quelqu'un d'autre. C'est la destinée de quelqu'un d'autre. Je ne suis que de passage. Ils interviennent quand tout va mal dans votre entreprise. De ces professionnels, vous attendez beaucoup. Mais quand ils ne parviennent pas à réanimer votre société à l'agonie, ce sont eux également qui seront chargés d'organiser ces obsèques. Ils sont administrateurs ou liquidateurs judiciaires. Ils s'expriment rarement sur leur métier. Pourtant, ces hommes de l'ombre jouent un rôle crucial en temps de crise. En France, 65 000 entreprises seraient aujourd'hui entre la vie et la mort. Sauveurs ou fossoyeurs enquêtent sur une profession que redoutent salariés et dirigeants. Ces urgentistes de l'entreprise sont sur tous les fronts. En ce moment, ils doivent faire face à une épidémie de faillite. À Marseille, tous les jours, Frédéric Avazeri tient entre ses mains le sort de plus de 200 entreprises. Alors régulièrement, il va au chevet des sociétés dont il a la charge. Ce soir, c'est dans un atelier de textile qu'il a rendez-vous avec Thierry, le PDG. Cela fait 1 an qu'il suit cette PME et les choses commencent à s'améliorer. Il y a déjà plus de volume que la dernière fois. Voilà, qui repart très bien. On fait un tour, l'atelier. La première fois que Frédéric est entré dans cette usine, le patron était prêt à mettre la clé sous la porte. Les salariés ont même cru que l'administrateur venait fermer l'entreprise. Au début, on a dit qu'est-ce qui se passe? C'est l'huissier qui vient, il vient pour fermer ou bien il vient faire le recensement et tout ça. Il dit ah non, c'est l'administrateur judiciaire. À partir de maintenant, même le patron, il ne peut pas faire un chèque sans son autorisation. Même nous, on ne peut rien acheter sans son autorisation et tout. Ah bon, ok, donc ça va. Pour relancer la machine, Frédéric a dû remettre à plat toute la gestion de la société et établir un diagnostic précis sur la situation. Car la crise n'explique pas tout. La chose la plus importante, c'est de comprendre
la cause réelle des difficultés. Parce qu'on a un peu tendance à nous servir toujours la même sauce, notamment liée à la crise économique, qui en réalité n'est qu'un accélérateur de défaillance des entreprises. Donc ce qu'on essaye de comprendre, nous, c'est de rattacher la situation financière qu'on constate à la cause des difficultés. Le PDG de l'usine a par exemple tenté d'ouvrir de nouvelles boutiques en pleine période de crise, au plus mauvais moment. Et vous économisez... L'administrateur lui a donc demandé de revoir ses ambitions à la baisse et de stopper ses investissements qui risquaient de mettre en péril la société. Ça fait gérer très différemment. Arrêter de dépenser l'argent qu'on n'a pas. Hein, ce qui est, mais ça arrive souvent, c'est vrai, quand on est un petit peu la fougue, un peu entrepreneur, on a envie d'aller de l'avant et de prendre quelques risques. Moi, je suis plutôt dans ce tempérament-là. Là, voilà, là, tout est remis en question. Dans quelques semaines, le tribunal de commerce examinera le travail de Frédéric et décidera du sort de cet atelier. Le rôle de l'administrateur ne se résume pas à épauler les dirigeants. Il doit aussi rassurer les salariés en jouant parfois les pacificateurs. Ce soir, dans les quartiers nord de Marseille, une réunion difficile l'attend, au siège d'une association d'aide à domicile. À l'intérieur, 300 salariés en ébullition. Cela fait des mois qu'ils sont dans l'incertitude. Je vous remercie d'être aussi nombreux aujourd'hui parce que je pense que Frédéric vient leur annoncer une bonne nouvelle. Un repreneur s'est manifesté. Ça fait quand même quelques temps que ça dure. Exactement. L'offre est sérieuse. Il est prêt à tout reprendre, même les dettes. Il est prévu de rembourser 100% du passif sur une période de 10 ans, ce qui est le délai habituel en matière de plan de redressement par voie de continuation. Pourtant, ces salariés restent très inquiets. Il peut y avoir des personnes à temps plein qui peuvent basculer à temps partiel. L'administrateur doit à tout prix les rassurer. Il n'y a pas le début d'un commencement de changement. Vous gardez vos avantages acquis, vous gardez répondre à chacune de leurs questions. Ne dramatisez pas une situation qui ne l'est pas. Ce qui nous intéresse le plus, c'est savoir vraiment où on va. On va au plan de redressement par voie de continuation. Mais est-ce que c'est sûr que Sauvegarde 13 nous reprenne? Ah ben écoutez, je dispose d'un plan qui m'a été déposé dans le cadre de l'appel d'offres. Mais tant qu'on n'a pas signé, on n'en est pas sûr. S'il vous plaît, aujourd'hui, il faut regarder devant et il faut ressortir de cette salle avec un brin d'optimisme, un minimum. S'il déploie autant d'énergie, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'une grève ou qu'un conflit social vienne tout compromettre. On n'a eu aucune difficulté, pas de préavis de grève, pas de mouvement. Enfin, ça a été vraiment un échange très constructif. Ça, c'est la hantise de l'administrateur. Ah oui, oui. Non, ça, il faut l'éviter. Enfin, moi, ça m'est encore jamais arrivé, mais il faut tout de suite déconnecter les salariés en grande difficulté de l'angoisse qui les mine, quoi. Donc, il faut désamorcer tout de suite. Frédéric les a ralliés à sa cause. Mais les angoisses des salariés sont parfois justifiées. Car dans certains dossiers particulièrement difficiles, l'administrateur doit prendre des mesures drastiques. Nous sommes à des centaines de kilomètres de Marseille. À Agetmo, un petit village perdu dans le sud-ouest. Il y a 10 ans, c'était l'une des capitales françaises de la chaise. 2000 personnes travaillaient dans ce secteur. Mais ces dernières années, 4 usines ont mis la clé sous la porte. Et la dernière de la commune est désormais sur la sellette. Au point que ce matin, Nicolas De Vries, le PDG, a réuni ses salariés pour leur annoncer une nouvelle lourde de conséquences. Hein? Bon, on arrive à des dates maintenant où il y a des décisions qui vont se prendre. Je vous ai toujours dit qu'on ferait le maximum du social de ce qu'on peut faire, mais on sera obligé de couper dans l'effectif. Donc c'est un plan qui aujourd'hui permet le maintien de 15 emplois sur les 28 qu'on est, donc ça fait quand même beaucoup. Hein. C'est pas un petit plan, c'est pas facile, c'est pas une décision qui m'amuse. Donc je suis obligé de faire un certain nombre de choix et de dire je joue les cartes qui permettent à un maximum d'entre nous de s'en sortir. OK? Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous. Les salariés sont sans voix, même s'ils s'y attendaient un peu. Qui sera licencié?
Qui gardera son emploi? Chacun regagne son poste avec l'incertitude du lendemain. Comme David, l'un des techniciens. Vous êtes inquiet? Quand même, ouais. C'est le truc de ne pas savoir en fait vraiment qu'est-ce qui se passe, quoi. Et on comprend pas comment on en arrive là et comment qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de là. Donc... Voilà, je vous remercie, excusez-nous. Mais ce n'est pas Nicolas qui choisira les salariés qui seront licenciés. La décision sera prise ici, derrière les murs de cette grande bâtisse. Elle abrite les bureaux de Maître Livolsi. Depuis maintenant 1 an, il accompagne cette fabrique de chaises et son PDG. C'est lui qui a pris le parti de tailler dans l'effectif. Je ne veux pas faire jouer du violon non plus. Hein. Je dirais que j'assume, j'ai cette mission, je le fais. Hein. C'est pas sympathique, c'est pas drôle. Et de toute façon, c'est inévitable et on pense que ça servira dans le futur à quelque chose. Aujourd'hui, pour choisir les salariés qui seront licenciés, il va consulter les délégués du personnel, qui en ce moment dorment plutôt mal. Comment vous vous sentez aujourd'hui? En ce moment, je me réveille à 2-3 heures du matin et j'y pense. Hein. Inconsciemment, même sans le vouloir, j'y pense. Hein. Même ceux-là qui ne viennent pas à ma place aujourd'hui, ceux qui sont dans l'atelier doivent y penser. Ils doivent se dire, ils savent très bien compter, 1 sur 2. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est moi? Voilà. D'habitude, c'est à huis clos que Maître Livolsi prend ce genre de décision. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bon, si vous voulez bien passer. Mais exceptionnellement, il a accepté de nous laisser filmer cette réunion. Ce projet, c'est la suppression de postes. Oui. Donc, qu'on soit bien clair, a priori, on ne parle que des postes et pas des personnes. Oui, oui, oui. Je veux que ça ne sorte pas de ce local. Ça ne sortira pas d'ici. Qu'on soit bien clair. Oui. Bon, Maître Livolsi veut d'abord supprimer les postes dont les salaires pèsent lourd. Le VRP multicarte, il n'y en a qu'un. Un responsable commercial, il n'y en a qu'un. Un responsable fabrication cadre, il n'y en a qu'un. Mais pour alléger les finances, il a aussi décidé de licencier des ouvriers. Un tapissier. C'est qui ça? Un tapissier. Est-ce que c'est celui qui a une longue maladie? Il y a 4 tapissiers. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a 3. Ouvriers tapissiers. Pour choisir ceux qui partiront et ceux qui resteront, il a une obligation légale. S'appuyer sur des critères objectifs, comme le fait d'avoir ou non des enfants. Les charges de famille, parce que je considère que c'est très important. Si vous avez connaissance de situations particulières. Oui, là, il y en a une qui vient d'arriver. L'enfant est né hier. En clair, si 2 salariés occupent le même emploi, celui qui a des enfants aura plus de chances d'échapper au licenciement qu'un célibataire. Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur l'ordre de licenciement que vous avez proposé? Ensuite, le choix se fera en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. Oui, d'accord. Oui, voilà. C'est logique. Voilà. C'est une grosse responsabilité que vous avez là, quand même. Licenciement? Ah ouais. C'est une horreur. C'est une horreur. Je ne peux pas être à sa place. Déjà pour nous, c'est pas évident. On a l'impression que l'affect n'a pas sa place dans ce que vous dites. Je dirais que dans l'action, dans toutes les mesures que je peux prendre, dans tous les rapports que je peux faire, ça n'a pas sa place. Par contre, au quotidien, étant l'exercice de mes métiers, ce n'est que ça. Hein? Au revoir, madame. Merci. Au revoir, monsieur. Je vous envoie la liste. Hein. D'accord, merci. Ok, merci, au revoir. Seul, désormais, face à sa liste et à sa conscience, l'administrateur judiciaire va mettre un terme d'un coup de crayon à l'emploi de 12 personnes. Et quelques jours plus tard, dans son petit pavillon, voici ce que David, le technicien, trouve dans son courrier. Malgré ses 2 enfants à charge et son ancienneté, donc voilà, c'est ça. J'ai reçu cette lettre. L'administrateur ne l'aura pas épargné. J'ai le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique, et ceci à compter de la date de première présentation de ce courrier par la poste. Après 10 ans, presque 10 ans de carrière, on vous annonce ça sur 2 lignes, quoi. Voilà, c'est un bout de papier. Il n'y a personne qui vient en face vous dire voilà, je suis désolé, on peut faire que ça, c'est la dernière des solutions.
Moi, j'ai rien demandé, moi, c'est pas... Vous êtes licencié, c'est super, avec un petit soleil couchant. C'est limite quand même. C'est léger quand même, quoi. Maigre consolation, ce plan de licenciement va peut-être permettre de sauver la PME et l'emploi de certains de ses collègues. Au tribunal de commerce de Bayonne, un mois plus tard, Maître Livolsi va enfin savoir si ses décisions auront servi à redresser l'entreprise. L'audience d'aujourd'hui est cruciale. Les juges vont examiner les comptes et décider si oui ou non l'entreprise peut continuer à vivre. Nicolas, le PDG, est plutôt confiant. Après la phase de licenciement, est-ce que l'entreprise se porte mieux déjà? Ah bah déjà, on a eu beaucoup moins de trésorerie à sortir en fin de mois pour faire les payes. Donc ça a mis un peu d'oxygène. Une heure de débat et le verdict tombe. L'usine ne fermera pas. Enfin, pas dans l'immédiat. Nicolas aura 10 ans pour rembourser toutes ses dettes. Pour le PDG et son administrateur, c'est le soulagement. Vous sentez comment? Oh bien, non bien, c'est bon. C'est bon, donc demain on attaque. Voilà. Plan d'action dès demain matin, plan d'action commercial, plan d'action production. Là, il faut rassembler le champagne quand même. Ouais. Même une petite goutte. Hein. Ouais. On n'a pas beaucoup de moyens. J'ai pas vu de budget, ils n'ont pas mis de ligne de budget là-dessus. Nicolas a eu beaucoup de chance. Car lorsqu'une société est défaillante, dans plus de 80% des cas, c'est la liquidation judiciaire qui est prononcée. Autrement dit, la mort de l'entreprise. Et quand cela arrive, c'est un autre professionnel qui rentre en jeu, le liquidateur. Bien, on va ouvrir le dossier. Donc vous avez été placé en liquidation judiciaire hier par le tribunal. Du bureau de Jean-Joachim Bissieux, on sort rarement avec le sourire. C'est vous le gérant. C'était la première fois que vous aviez une société? Oui. On en a pris un bon coup dans les dents. Je vous raccompagne, monsieur, dame. Vous me suivez? Car sa mission est simple. Quand une entreprise ferme, Jean-Joachim doit la vendre pièce par pièce pour payer une partie des dettes. Comme lui, ils sont seulement 300 en France à exercer cette profession. Et avec la crise, il ne manque pas de travail. D'ailleurs, ce matin, une nouvelle entreprise vient tout juste de mettre la clé sous la porte. Une boutique d'alimentation bio montée par deux amis, Antoine et Christophe. Donc liquidation judiciaire prononcée hier. Il y avait combien de salariés, messieurs, dans le dossier 3? Donc là, arrêt d'activité totale. Oui. Il n'y a plus de poursuite d'activité. Le stock, vous avez la possibilité de l'enlever ou pas, le stock? Ah non. 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 Vous n'avez plus accès au local, là? C'est dommage parce qu'il y avait quand même... je pensais qu'il y avait une perspective de redressement quand même. Hein. Enfin, moi je sais que perso, j'ai tout fait ce qu'il fallait pour y arriver. J'en ai même fait beaucoup plus puisque j'ai mis en péril quelque part j'ai tout mis. Tout ce que j'ai gagné depuis 20 ans, j'ai tout mis sur la table. J'ai des petits problèmes aussi au courant de santé que j'ai repoussé et que voilà, j'ai des conséquences dues à ça. Donc ouais, j'ai tout fait. Bah, c'est un échec. Hein. Ils sont asphyxiés. Leur dette s'élève à plus de 300 000 €. Jean-Joachim va devoir par tous les moyens tenter de les régler, quitte à enterrer l'entreprise. À ceux qui vous diraient que vous êtes des fossoyeurs, vous leur répondrez quoi? Le terme est un peu dur parce que je crois qu'on est là aussi pour rembourser les créanciers. Donc on a d'autres missions que de vouloir tuer les entreprises. Donc ça va bien au-delà du simple fossoyeur. Je crois notre mission elle s'étend sur plein d'autres domaines. Mais là, une bonne partie de votre travail, c'est quand même de fermer la boutique, si je puis dire. Oui, parce que effectivement, 80% des dossiers, c'est souvent ça, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Vous prenez ça comme une mission? Oui, vraiment. Vraiment, oui. D'accord, très bien. Je vous remercie, à tout de suite. Hein. Ils sont là, ils nous attendent. Pour pouvoir rembourser les créanciers, le liquidateur doit d'abord estimer la valeur de l'entreprise.
Bonjour monsieur, bonjour maître, merci d'être venu. Ce matin, bon, on est parti pour l'inventaire? Oui. Il a donc invité un commissaire-priseur à venir dresser la liste de l'intégralité des biens de la boutique. On commence par le fond. Il est bien votre nouveau local là. Oui, il était bien, oui. Voilà, tous les trois trucs qui sont ici, les mettre ici. Et ensuite le stock boisson là-bas. Comme vous voyez, je travaille à l'ancienne avec mon bloc. Tout va être passé au crible. Du riz. Jusqu'à la moindre boîte de conserve. Le couscous. Le tout sous le regard attristé d'Antoine, l'un des deux associés. À 34 ans, c'était sa toute première affaire. Là, vous culpabilisez un peu? Ouais. Pourquoi Ben, parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir fait encore assez, ouais. Non contents d'avoir perdu leur société, Antoine et son associé devront dans quelques semaines affronter un autre moment très difficile. Une étape nécessaire pour rembourser une partie de leur dette, la vente aux enchères de toute leur boutique. Aujourd'hui, ils sont venus de partout en France pour assister à cet événement. Des particuliers, mais aussi des professionnels qui, sachant le liquidateur pressé de vendre, profitent de l'occasion pour s'équiper à moindre coût. Antoine n'a pas eu le courage de venir assister à cette scène. Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Nous allons donc procéder à la vente aux enchères suite à liquidation judiciaire de la société. Son associé, lui, a fait le déplacement et préfère ironiser sur la situation. J'aurais bien aimé qu'ils viennent au magasin quand c'était ouvert. Alors pour tout ce lot de matériel informatique, débutons à 100 €. 100 €, 110, 120, 130, 140. 400, en plus de voir son entreprise vidée, 420, c'est monsieur-là. Pas de regret, le 420, PDG va devoir également supporter la vente au rabais de chacun des éléments de son commerce. Et son cauchemar n'est pas terminé. Il va y avoir encore une deuxième bataille derrière. C'est quoi la deuxième? C'est avec la banque, c'est la négociation sur les cautions. Pourquoi? On risque de perdre maison, on risque de perdre... Et puis après, vous savez comment ça se passe dans un couple, quand il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Et généralement, il y a le divorce derrière. Et puis, il y en a qui arrivent à faire des conneries. J'en ai connu. Vous y pensez à ça? Moi, non. Absolument pas. J'ai une femme qui est formidable. On démarre à 100. En seulement quelques heures, des années de travail partiront sous ses yeux. 140. Pour au final, une bien maigre récolte, près de 10 000 €. Une somme qui ne paiera qu'une toute petite partie des dettes. Pourtant, le liquidateur est plutôt satisfait. Ouais, c'est une bonne vente, ça va couvrir les frais de la procédure, pouvoir payer une partie des loyers engagés dans le cas de liquidation. La procédure, ça va payer vos honoraires? Oui, accessoirement, mais bon, si on avait des ventes toujours à 10-15 000 €, ça serait bien, parce que des fois, on est sur des montants beaucoup plus symboliques. Hein. Oui. Grâce à cette vente aux enchères, lui aura au moins la garantie d'être rémunéré. Sur ce dossier, il empochera près de 4 000 € d'honoraires. Si les sociétés sont en faillite, les études des mandataires, elles, ne connaissent pas la crise. Vous faites combien de dossiers à peu près à l'année de liquidation judiciaire? Bon, ça dépend effectivement de la conjoncture, mais en général entre 150 et 200 dossiers annuels. Sa rémunération varie en fonction de la taille de l'entreprise et surtout de ses dettes. Plus il y en a, plus le mandataire aura de travail et plus sa rémunération sera élevée. En moyenne, vous gagnez combien par mois? Entre 10 et 20 000 €. Hein. Une rémunération qui peut être en réalité beaucoup plus importante. Dans certains dossiers de très grosses entreprises, le mandataire peut toucher des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Vous pouvez concevoir que ce sont des rémunérations élevées? On peut considérer peut-être pour un salarié qui est licencié effectivement que la rémunération est élevée,
mais c'est sans commune mesure. On a des dossiers sur lesquels on doit supporter des responsabilités énormes. Et bien à ceux qui diraient que vous faites votre beurre sur le dos des entreprises en difficulté, vous leur répondrez quoi? Ben venez faire notre métier, puis vous verrez. La rémunération des mandataires fait d'eux la profession libérale la mieux payée de France, mais aussi la plus détestée. Leurs honoraires seraient beaucoup trop élevés. Ils viendraient aggraver les difficultés de ces entreprises malades, d'autant qu'ils s'accompagneraient parfois de pratiques pour le moins douteuses. Alors en ce moment, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les abus de certains de ces professionnels. Bien, tout le monde peut s'asseoir, s'il vous plaît. À Angoulême, et on va commencer notre... ils sont près d'une centaine à avoir répondu à l'appel de Michel Verneuil. Alors, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, tous ont fait faillite et tous en veulent à leur liquidateur. C'est tous les gens comme nous qui avons eu des soucis, qui avons pris des affaires, qui avons voulu travailler, qui avons voulu produire des choses. On est massacrés. Parce que le jour où vous allez au tribunal devant un mandataire judiciaire et que vous déposez le bilan, vous êtes à moins que rien pour eux. Les gangsters, c'est ces gens-là, il faut les mettre en prison. Ils sont tous les uns et les autres, voilà, et puis voilà, c'est des équipes. Fini. C'est incroyable, incroyable. Alors, et un nom revient souvent, celui d'un mandataire de la région, Maître Torelli. Beaucoup ici lui reprochent d'avoir pratiqué des honoraires abusifs et facturé à des tarifs exorbitants, même les actes les plus anodins, comme les photocopies. Quelle que soit l'affaire, que ce soit une affaire à 10 000, une affaire à 100 000 ou une affaire 2 millions droits, on a une seule chose qui est en place, c'est 800 photocopies à 0,80 à tout le monde. Ce mandataire est d'ailleurs dans le collimateur de la justice. Il aurait perçu plus d'1 million d'euros d'honoraires de façon injustifiée dans plusieurs dossiers, ce qu'il conteste. Après des semaines de tractation, il a accepté de nous recevoir dans le bureau de son avocat. Bonjour. Merci de me recevoir. Oui. Il nie en bloc les accusations portées contre lui. Ces émoluments-là, je les ai sollicités, mais au vu du travail fait. Après qu'on me dise que c'est excessif, que ça choque, ça je suis prêt à l'entendre, mais le premier à l'entendre. Mais qu'on ne vienne pas me dire que ce que j'ai présenté, c'était faux. C'est ça la différence. Chacun de ces actes a même été validé par le tribunal de commerce. Les émoluments que j'ai pu percevoir ont tous été autorisés par décision de justice. Jean-François Torelli est suspendu à titre provisoire. Il est aussi mis en examen, notamment pour escroquerie et abus de confiance. Celui qui a révélé l'affaire, c'est Jackie Bouchot, le nouveau président du tribunal de commerce d'Angoulême. L'an dernier, fraîchement désigné, il plonge dans les rémunérations des mandataires. Et celle de Maître Torelli ne va pas manquer de l'alerter. C'était la première fois que vous voyiez des sommes aussi élevées? Oui, c'est vraiment la première fois. Et je veux dire que, bon, surtout en période de crise, ces sommes paraissaient encore plus élevées, quoi. Mais alors, comment Jean-François Torelli a-t-il pu percevoir de telles rémunérations sans que jamais personne n'y trouve à redire? La réponse est dans le Code du commerce. Les textes de loi encadrant les honoraires du mandataire sont extrêmement complexes et certains en profiteraient. Si vous prenez deux mandataires, les deux ne seront pas forcément d'accord sur la rémunération à allouer. Alors bon, nous on est au milieu, en tant que juge consulaire, et c'est vrai que c'est difficile de faire le tri. Il va jouer sur l'ambiguïté Il peut jouer sur l'ambiguïté du texte, oui, tout à fait. Ça veut dire que les présidents de tribunaux de commerce comme vous peuvent être amenés à nommer des gens qui potentiellement trichent un petit peu avec les honoraires sans que... Alors la réponse est claire, c'est oui. Quant au contrôle, ce sont les mandataires eux-mêmes qui les réalisent. C'est une profession qui s'autocontrôle, donc ce sont leurs pairs qui les contrôlent, et c'est sûr que quand une profession s'autocontrôle, ça peut entraîner des dérives.
En 10 ans, plus de 20 mandataires ont été ainsi condamnés pour escroquerie. 5 mois après le début de notre reportage, à Marseille, l'atelier de textile est sorti de la zone rouge. À Dijon, Christophe, l'un des 2 gérants de la boutique liquidée, s'est lancé dans le maraîchage. Son ancien associé, lui, est toujours au chômage. Et dans le sud-ouest, la fabrique de chaises de Nicolas voit peu à peu s'éloigner le spectre de la faillite. Chaque année, plus de 60 000 dirigeants mettent leur entreprise entre les mains des mandataires pour qu'elle soit sauvée ou enterrée.